Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, à quelques heures du lancement des Vodou Days édition 2026, le complexe hôtelier d'Awa Wita a accueilli les professionnels des médias à l'occasion d'une conférence de presse annonçant son ouverture prochaine et mettant en lumière son rôle stratégique dans le développement du tourisme au Bénin. L'actualité au Bénin est également marquée par la tenue des élections générales prévues pour dimanche prochain. On note une forte présence de jeunes parmi les candidats. Quelques citoyens béninois livrent leurs appréciations à suivre dans un instant. Et puis, hors du Bénin, il fut l'un des principaux condamnés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, avant de devenir l'homme le plus recherché du pays. Le colonel Claude Pivy est mort en détention. En prélude au Vodou Days de janvier 2026, le complexe hôtelier d'Awa Wita a ouvert ses portes aux professionnels des médias le lundi 5 janvier à Wita. Dressé majestueusement à gauche de la nouvelle porte du non-retour, face à l'océan Atlantique, l'établissement a accueilli journalistes et acteurs du secteur touristique pour une petite visite au niveau du village suivie d'une conférence de presse annonçant son ouverture prochaine. Suivons le reportage. La ville de Wita s'apprête à renforcer son attractivité touristique avec l'arrivée prochaine d'un hôtel 4 étoiles de standing international. Implanté sur le site du complexe Marina de Wita, le futur d'Awa Wita a été officiellement présenté aux professionnels des médias et aux acteurs du tourisme ce lundi 5 janvier à l'occasion d'une conférence de presse. S'inscrivant dans la vision du gouvernement de faire du tourisme un levier majeur de développement économique, le projet d'Awa Wita illustre la politique d'investissement structurant engagée depuis plusieurs années dans les secteurs de la culture et des arts. En dehors du Sofitel dans lequel le gouvernement s'est investi, il y a un ensemble donc, de programmes d'investissement dans le secteur hôtelier. Et cette année 2026, nous allons achever et mettre en exploitation le complexe d'Awa, de Wida, qui se situe sur ce site donc, du complexe de la Marina où nous nous trouvons, qui est un hôtel de 4 étoiles. L'exploitant, l'opérateur qui est retenu ici, c'est Bayan Group et la marque c'est Dawa. Nous sommes un hôtel de 132 chambres qui va être moderne et ayant un style quand même assez béninois et alliant les deux cultures. C'est un très beau pays. Il y a une histoire, une culture, un patrimoine très riche. Le Bénin a vraiment investi les dernières années pour développer ce patrimoine-là. Et nous pensons sérieusement au sein du groupe Banyan que ce patrimoine est à visiter, est à voir. Il y a quelques semaines, vous avez entendu parler également du lancement des travaux sur le Club Med, à quelques kilomètres d'ici. Au niveau de Avlekete également, nous avons un complexe hôtelier Avlekete qui comportera également 3 autres hôtels, un de 5 étoiles, un autre de 4 étoiles et un troisième de 3 étoiles. Nous aurons également à Cotonou l'hôtel Hilton, donc de Cotonou, et à Akpakpa, nous aurons le complexe également hôtelier sur l'ancien site donc, du PLM à Ledjo. Et de l'autre côté, à Grand Popo, nous aurons également un complexe balnéaire à Grand Popo. Donc c'est un ensemble d'hôtels sur lesquels nous travaillons et qui sont vraiment avancés. Au-delà de l'hébergement, le complexe se veut un véritable lieu de vie et de rencontre valorisant l'hospitalité béninoise, l'artisanat local et l'histoire singulière de Wita, au lieu de la mémoire de la traite négrière. Attendue pour 2026, l'ouverture du Dawa Wita marque une étape importante dans la transformation du paysage touristique béninois et conforte l'ambition du pays de s'imposer comme une destination culturelle et mémorielle de référence en Afrique de l'Ouest. Dans quelques jours, les Béninois se rendront aux urnes pour élire leurs représentants
À l'Assemblée nationale, le maire et les conseillers communaux. Parmi les listes présentées par les différents partis politiques, une forte présence de jeunes candidats se distingue. À Cotonou, des citoyens rencontrés livrent leurs appréciations sur ces nouveaux visages de la jeunesse appelée à siéger au Parlement et dans les mairies. Depuis des décennies, on a toujours parlé de l'ancienne génération, c'est toujours les mêmes têtes. On a toujours les mêmes personnes qui reviennent à chaque élection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plus de jeunes que d'anciens. Là, c'est très bien. Pour relever le défi, c'est ça qui cause problème. Parce que les jeunes, quand ils viennent là, ce n'est pas eux tous qui cherchent à aider les autres jeunes. Eux-mêmes, ils sont là pour leur propre promotion. C'est ça qui n'est pas bien. Donc, ils devaient lutter pour la jeunesse. Mais quand nous on observe, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Moi, je connais beaucoup des jeunes qui sont en place maintenant, qui sont en train de travailler avec le gouvernement actuel. Donc, de là, celui qui est en train de suivre les actions du gouvernement, si il a été élu comme député à l'Assemblée, il peut faire de mieux pour les jeunesses qui sont en arrière. Si c'est au Parlement, si c'est dans les communes, vous avez vu, ils sont bien placés. C'est le défi qui les laisse. Sans ça, vraiment, on ne pourra plus les faire confiance. C'est bon. Donc, je comprendre. Je veux que toute la population n'a qu'à sortir massivement et voter pour choisir des personnes de bonne morale pour que notre pays avance. Et dans le reste du monde, Ouagadougou a annoncé avoir déjoué pour la énième fois une tentative de déstabilisation visant à éliminer son chef, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités burkinabées accusent l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba d'en être le cerveau. Plus de précisions avec le ministre de la Sécurité. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier
les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. En Guinée, le parquet général a annoncé ce mardi le décès du colonel Claude Pivi, ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara. Le colonel Pivi avait été condamné à la perpétuité après le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry où des opposants s'étaient réunis pour dénoncer une éventuelle candidature du capitaine à l'élection présidentielle en 2010. Le reportage. Un personnage clé reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre d'un stade en 2009 en Guinée est décédé. Les autorités guinéennes ont annoncé la mort de Claude Pivi mardi. Il était un ancien colonel et ministre chargé de la sécurité sous le dictateur Moussa Dadis Camara. Pivi, également connu sous le nom de Coplan, avait été condamné par contumace en 2004 pour son rôle dans un massacre perpétré dans un stade de la capitale Conakry où au moins 156 personnes avaient été tuées. Il est décédé en détention dans un hôpital de Conakry mardi des suites de complications liées au diabète, a indiqué le ministère public. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Conakry en septembre 2009 pour protester contre la junte dirigée par M. Camara, qui avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État l'année précédente. Selon une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, au moins 156 personnes ont été tuées par balles, couteaux, machettes et baïonnettes lors du massacre du stade. Des centaines d'autres ont été blessées et au moins 109 femmes ont été violées dans ce qui est considéré comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Guinée. Pivi s'était évadé de prison en 2023 et il était en fuite lorsqu'un tribunal guinéen l'a condamné à la prison à vie l'année suivante pour crimes contre l'humanité. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné les agissements des États-Unis au Venezuela, déclarant que l'Afrique du Sud rejette catégoriquement la conduite de Washington et exigeant la libération immédiate du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Il s'est exprimé lors de la 31e commémoration annuelle de Jouet Slovo qui s'est tenue ce mardi au cimetière d'Avalon à Soweto. Suivant.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné mardi l'intervention militaire américaine au Venezuela, la qualifiant de violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays. À Soweto, à l'occasion de la 31e commémoration de Joe Solvo, il a exigé la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de son épouse. La violation du droit international et de la Charte des Nations Unies est aujourd'hui reconnue par la communauté internationale. Et c'est dans ce contexte que nous avons demandé une réunion du Conseil de sécurité pour examiner cette situation. En tant qu'organe mandaté par l'ensemble des États pour traiter des questions de paix et de sécurité, le Conseil de sécurité ainsi que les Nations Unies dans leur ensemble doivent apporter des solutions et faire prévaloir la raison. Ce qui s'est produit ouvre en effet une dangereuse brèche. Cela revient à donner un blanc-seing à quiconque souhaiterait lancer une invasion contre un autre pays. Une telle perspective ne peut être acceptable pour personne. Le Conseil de sécurité et les Nations Unies sont les mieux placés pour agir et doivent prendre leurs responsabilités face à cette crise. L'intervention militaire américaine menée dans la nuit du 3 janvier dernier a suscité une vive émotion internationale et continue de diviser les opinions. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir prochainement pour discuter de la situation vénézuélienne. 3 humanitaires de terre d'asile Tunisie jugés pour avoir facilité l'entrée illégale et le séjour de migrants ont été libérés dans la nuit du lundi à mardi. Ils étaient en détention provisoire depuis près de 2 ans. Au total, dans cette affaire, l'ensemble des 23 personnes poursuivies ont écopé de sursis, c'est après moi. C'est une étreinte qu'elle attendait depuis plus d'une année. Chérif Ariari a retrouvé les siens. L'ancienne directrice de l'ONG française Terre d'Asile et ses collègues Mohamed Jou et Yabd Bousselm ont été libérés après 20 mois de détention. Les conditions de détention n'étaient pas si mal que ça, mais c'est la séparation, c'est l'enfermement, c'est de ne pas avoir des nouvelles de l'extérieur, c'est d'attendre toute une semaine pour avoir des nouvelles de sa famille. C'était la crainte de ne pas les voir venir. C'était dur. Chérif Ariari avait été condamnée pour facilitation d'entrée et de séjour illégaux de migrants. Elle clame son innocence et dit avoir agi dans le cadre d'un programme humanitaire. C'est la criminalisation du travail humanitaire qui d'après moi est assez grave parce que notre seul objectif était d'aider des gens qui sont dans une extrême vulnérabilité. D'aider aussi la Tunisie à faire face à un phénomène qui existe. Pour les ONG, cette libération est une victoire, mais la condamnation rappelle les risques encourus par ceux qui viennent en aide aux migrants. On existe depuis 2012 et on a toujours travaillé en collaboration étroite avec les institutions de l'État. On a même des conventions signées, on a eu des attestations de remerciements de la part de la présidence du gouvernement, etc. Donc le revirement, moi personnellement je ne le comprends pas. C'est peut-être une nouvelle politique. Cette affaire n'est pas isolée. En mai 2024, une douzaine de travailleurs humanitaires dont la militante Saadia Mosba avait été arrêtée. Son procès doit s'ouvrir dans les prochaines semaines. Et c'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.